Alors, je vais commencer d'abord un peu en parlant des fictions post-apocalyptiques. Ça a pris beaucoup d'essor pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les bombes nucléaires. Les gens ont comme réalisé que la fin du monde pouvait être imminente. Et ça a eu beaucoup d'impact dans la littérature. Depuis ce temps-là, par contre, les causes de la fin du monde ont vraiment changé beaucoup. On peut parler de catastrophes nucléaires, naturelles, biologiques, sociales, technologiques, etc., etc. La trame narrative, par contre, elle, c'est toujours la même. Donc, on a une personne ou un groupe de personnes qui essaient de survivre dans un environnement qui est hostile et stérile. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre monde. Et Peter Landell, par rapport à ça, il explique que les survivants, en fait, sont libérés de toute idéologie, de toute forme d'organisation sociale qui existait avant. Bon, on pourrait être d'accord ou pas. Mais ceci étant dit, nouveau départ n'égale pas nécessairement amélioration, puisque ces fictions-là sont toujours des dystopies, ou presque, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt dans la quête du progrès. Là-dedans, les femmes, malheureusement, se retrouvent souvent, dans le meilleur des cas, pris entre progressisme et régression. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir de l'héroïsme masculin, mais il va se greffer quelques images d'autonomie féminine et de puissance là-dedans. C'est le cas dans Walking Dead, qui, surtout à ses débuts, était extrêmement sexiste. Bon, il s'améliore beaucoup avec le temps, mais on a quand même des exceptions qui sont Michonne et Andrea. Donc, mon premier point, ça va être la problématique des femmes armées. Je vais commencer d'abord en parlant un peu de Claude Bremont et de logique du récit. Il classe les personnages selon leur fonction. Puis, il va faire beaucoup des paires, des dichotomies, par exemple, le protégé, protecteur, l'agresseur, l'agressé. Puis, la principale, c'est agent-patient. Donc, l'agent agit, tandis que le patient subit. Et qu'est-ce qui est important, en fait, c'est que l'agent, il veut agir, mais aussi, il peut agir. Et le problème des femmes, c'est pas nécessairement qu'elles ne veulent pas. Parfois, c'est ça, mais c'est souvent qu'elles ne peuvent pas. Donc, elles sont vraiment incompétentes. Surtout Laurie, si vous écoutez la série, je parle à BD, mais elle est aussi incompétente dans la série. Alors, un petit exemple d'incompétence. À un certain moment, Laurie, Carole et Donna font la lessive. Puis Donna parle, tu sais, pourquoi est-ce que nous autres, on ne peut pas avoir des fusils? Puis là, Laurie dit, est-ce que tu es sérieuse? Moi, j'ai jamais touché à ça, je suis pas capable. C'est comme mon chum, il ne s'est pas touché à une machine à laver, tu sais, elle fait la comparaison. Donc, vraiment, on voit, là, il y a un refus de prendre les armes. Par contre, en revenant de leur lessive, elles vont être attaquées et c'est Dale qui va les sauver de justesse parce que Donna était restée immobile, juste à hurler devant un zombie, qui est une stratégie que je ne suggère pas. Suite à la chose, Rick et Shane, les deux policiers dans le groupe, discutent, puis Rick dit on n'était pas prêts pour ça, ces filles-là ne savent pas se battre, donc il leur donne des leçons de tir. Il dit si Donna avait eu un fusil, elle aurait pu se défendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand les femmes sont attaquées par des zombies, en général, même si elles ont des armes, elles ne vont pas se défendre. C'est ce qu'on voit plus tard, et Donna, en fait, plus tard, elle est armée et elle meurt quand même, mangée par des morts vivants. Donc, vraiment, il y a l'incompétence. Dans le cas de Michonne et Andrea, c'est vraiment des guerrières, et ce sont les guerrières du récit, hommes et femmes inclus. Sarah Burke, elle dit que, habituellement, ce sont les hommes dans la société qui vont porter les armes, puis le fait que les femmes le fassent, c'est un acte transgressif. Mais là, en plus, on a vraiment affaire à deux femmes qui manient les armes avec beaucoup d'habileté. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que Andrea, elle, est une tireuse d'élite, donc elle va attaquer à distance, tandis que Michonne, elle, utilise le katana, et c'est la proximité sa force. Donc, c'est vraiment, ils sont complémentaires. Ensemble, ils sont un duo explosif. Comme on peut voir dans cette scène-là. Donc, un groupe vient attaquer les survivants pendant qu'ils fouillent dans un magasin. Andrea en élimine un, pointe l'autre homme en joue, et pendant ce temps-là, Michonne se faufile et s'occupe des deux autres qui s'étaient cachés. Donc, vraiment, on voit, rien ne les arrête. Prochaine partie, survivre aux hommes. Donc, cette capacité-là leur permet, il y a deux menaces pour les femmes dans ce monde-là. Il y a les hommes et il y a le mort-vivant. Donc, vraiment, là, la ténacité de Andrea et de Michonne à survivre, ça va toujours être mis en scène. Le premier exemple, ce serait Andrea. À un certain moment, elle est dans une tour, puis elle a son sniper, puis elle doit surveiller ceux qui s'appellent les Saviors.
Puis il y en a un qui arrive en arrière d'elle et qui la surprend. Et puis ils se battent. On voit un corps qui tombe de la tour et là on fait « Oh non, Andrea !» Mais surprise, ce n'est pas Andrea qui meurt, c'est elle réussit à prendre le dessus. Donc toujours les femmes, ces femmes-là dans des situations difficiles, Andrea et Michonne vont réussir à combattre les hommes. On a un autre exemple, c'est Michonne ici, elle était partie avec Tyrese qui était son petit copain pour surprendre le groupe d'ennemis. Puis malheureusement pour Tyrese, ça s'est pas très bien passé. Si vous avez lu la BD, en tout cas, squick. Elle respecte pas la tête. C'est mon imitation. Donc elle va pas se faire prendre et même elle va revenir attaquer. Même si elle est toute seule, elle va les resurprendre. Parce qu'elle avait volé son épée, puis elle est comme vraiment fâchée, là, elle l'accepte pas. Donc elle va récupérer son épée, elle va prendre les fusils, elle va dire tassez-vous de mon chemin. Donc vraiment, Raphaël Moine dit par rapport à ça, en se jetant physiquement dans l'action, les femmes empruntent aux hommes les armes, les machines et les techniques de mort qu'ils ont inventées et dont ils sont les utilisateurs traditionnels. La violence des femmes s'écarte ainsi de la forme conventionnelle et misogyne de l'hystérie féminine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette capacité-là à utiliser les armes va faire en sorte que Michonne et Andrea ne vont pas avoir à faire des corvées domestiques comme la lessive, s'occuper des enfants, puis ces choses-là, qui sont vues comme un peu traditionnellement genrées. C'est correct qu'il faut le faire, mais c'est toujours les femmes qui le font dans la BD, mais elles sont respectées par les hommes, donc elles sont comme un peu élevées à leur niveau. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est ça. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elles survivent aux zombies, puis vraiment, elles vont renverser la figure du mort-vivant. Walking Dead, en fait, la menace constante, surtout au début, c'est le fait qu'il y a des morts-vivants partout, des cadavres qui se promènent. Et Andrea et Michonne, elles, vont renverser ça, vont utiliser ces zombies-là, en fait, pour mieux survivre. Mon premier exemple, ce serait que Andrea s'en sert comme des cibles pour se pratiquer à utiliser un fusil. Puis c'est grâce à ça qu'elle va devenir aussi douée. C'est qu'elle va vraiment avoir eu beaucoup de pratique. Michonne, quant à elle, elle se promène, quand elle était seule, au début, c'est elle qui a vécu le plus longtemps sans protection. C'est qu'elle avait 2 morts vivants, puis elle avait enlevé la mâchoire puis les bras. Donc, elle pouvait se promener toujours avec eux sans qu'ils l'attaquent, puis ils couvraient son odeur. Donc, vraiment, elle a survécu aux morts vivants grâce aux morts vivants. Donc, c'est assez intéressant de voir que ces femmes-là, face à une situation qui est très intense, vont contrôler la situation, vont la dominer et vont l'utiliser même à leur avantage. Maintenant, la prochaine partie, c'est par rapport au viol, qui est un sujet qui était très populaire aujourd'hui, et le fameux scénario de Rape and Revenge, qui ne fait pas le consensus parmi les féministes. Françoise Héritier explique que le viol, en fait, c'est l'appropriation du corps d'une femme, puis c'est surtout punissable quand il y a un homme derrière ça qui va être lésé. Donc, le père, le fils, l'enfant, le mari, on va toujours voir des hommes qui vont souvent chercher à se venger parce que leur femme a été violée, puis c'est comme oh my God, t'as touché à ma femme, il fallait pas. Donc, c'est vraiment la vision du viol qu'on a dans Walking Dead. Les femmes, en général, se font violer et c'est les hommes que ça va toucher. Par rapport on a déjà parlé un peu de la femme dans le réfrigérateur dans une autre présentation. Donc, c'est vraiment ici les femmes, ce qu'on appelle des plot twists. Là, on se fout de leurs émotions. L'important, c'est qu'elles sont violées, puis ça a un effet chez les gars, puis pauvres, ça les rend tristes, ça les fâche, etc. C'est vraiment ça qu'on voit à plus d'une reprise. Si vous lisez, bon, il y a Julie. Tyrese, ça va vraiment le toucher que sa fille se soit faite violer. Il y a Abraham qui va parler du viol de sa femme et de sa fille. Puis, comment il s'appelle? Douglas, qui est le chef de Alexandria, qui va expliquer qu'il a renversé l'ancien leader parce que c'était un violeur, donc c'est comme pour montrer qu'il y a du leadership. Donc, dans tous les cas, là-dedans, la femme, elle n'importe pas vraiment, c'est toujours le gars. Dans le cas de Michonne, c'est vraiment pas ça. Premièrement, l'histoire se focalise sur elle pendant que ça arrive, puis c'est elle qui va prendre les choses en main et décider de punir. Comment ça se passe, si je peux résumer un peu la situation? Le gouverneur coupe la main de Rick. Là, ça fâche Michonne. Donc, elle lui arrache l'oreille. Puis lui, il veut reprendre le dessus sur elle en la violant. Donc, c'est ça qu'il fait. La viole, c'est vraiment violent. Là. On ne voit pas le viol en tant que tel, mais on voit de quoi elle a l'air après.
Puis là, elle pleure, puis il dit « Ah, pauvre petite fleur, tu pleures un peu pour la narguer, il n'est pas très fin. » Puis elle dit « Je pleure pas pour moi, je pleure pour toi, je pleure à cause des choses que je vais te faire, puis ça me fait peur, genre, de savoir que je vais faire ça. » Fait que lui, il se moque un peu d'elle à ce moment-là, ce qui n'était pas une bonne idée parce qu'en fait, elle réussit à se libérer de ses liens et je vous évite la scène de torture qui est, ma foi, assez impressionnante. Ça vous donne une petite idée des outils qu'elle utilise. C'est très, très impressionnant comme scène. Donc ici, ce qui est intéressant, on a vraiment un rape and revenge classique, même qui va dans le plus grand que nature. Virginie Despentes, quand elle parle du rape and revenge, elle va dire « Quand des hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est pas pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent ou qu'elles ressentent, c'est plutôt en fait pour mettre en scène, eux, qu'est-ce qu'ils feraient. » Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est que, tu sais, les femmes, vous êtes fait faire quelque chose de tellement violent, nous, on réagirait comme ça, on se vengerait, tu sais, on ferait quelque chose d'encore plus brutal, d'encore plus violent, et c'est étonnant que vous fassiez pas ça. Et Virginie Despentes explique qu'en fait, il y a une entreprise politique ancestrale qui est implacable et puis qui apprend aux femmes à ne pas se défendre. Donc, à toujours se positionner en tant que faible. Donc, je peux rien faire face à cet homme qui est tout puissant. Et là, en tout cas, qu'on soit d'accord ou non avec les scénarios de Rape and Revenge, on peut pas nier que c'est un peu rafraîchissant de voir une femme refuser de se soumettre à son agresseur, sans vouloir dire que c'est la seule réaction saine. C'est pas du tout ce que j'essaie d'avancer, mais ça fait changement de ce qu'on voit constamment. Et finalement, ma dernière partie, le physique de l'emploi. Donc, cette capacité d'agir-là de Michonne et Andrea, ça va se refléter vraiment dans leur corps. Premièrement, Andrea va être couverte de cicatrices. Puis ça, souvent, un personnage couvert de cicatrices, ça va représenter un personnage badass qui a survécu à des blessures vraiment extrêmes. Donc, elle a ce physique-là, tu sais, le méchant avec la grosse cicatrice, ben là, c'est elle qui a ça. Aussi, il y a le fait qu'elle ait reçu une balle et qu'elle ait survécu, souvent, ça va servir à montrer, tu sais, qu'elle est résistante. Là, elle a eu, encore une fois, une énorme blessure, mais elle a survécu à ça, elle en a vu d'autres. Michonne, quant à elle, son physique, ça va vraiment être ses muscles, ce que Raphaël Moine appelle la musculinité. Raphaël Moine fait la distinction entre les tough women, qui sont vraiment des femmes musclées, des combattantes, et les babe in arms. Ça, c'est des femmes un peu comme les Charlie's Angels, donc super féminines, qui dansent en talons hauts en combattant le mal. Ici, on a vraiment affaire à une tough woman. Donc, c'est pas... Les babe in arms vont souvent être un fantasme masculin. Tandis que là, ici, elle cherche pas à plaire, elle est musclée, puis d'attitude d'alphonse. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans sa performance. C'est pas juste ses muscles. À un certain moment, justement, après qu'ils partent, après que le gouverneur l'a violée, elle part. Puis là, elle rejoint les autres. Là, elle dit, il faut qu'on continue à marcher. Puis les autres sont épuisés, puis ils sont là. Mais comment est-ce qu'elle fait? Nous, on n'en a pas fait autant qu'elle. Puis elle est encore capable de continuer. Donc vraiment, son corps est très, très performant. Et je voudrais dire aussi, ça se reflète dans leur habillement, qui est vraiment pas un habillement esthétique, mais plutôt pratique. Mais si je trouvais ça intéressant, quand Kirkman l'habille comme ça, on peut vraiment faire un lien avec Clint Eastwood. Je trouvais que ça lui donnait un petit côté badass. Fait que je dirais en conclusion, c'est vraiment impressionnant comment qu'elles sont, parce que vraiment, c'était ça justement mon mémoire, la bande dessinée n'est pas très avantageuse pour les femmes. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que Kirkman s'est fait vraiment beaucoup critiquer, énormément, puis ça a beaucoup eu de l'influence sur son travail. Donc, de plus en plus, quand on lit les nouveaux volumes, les femmes sont des chefs, les femmes n'ont pas peur de plonger dans l'action. Donc, c'est vraiment, on nous dit souvent que les féministes ont chiale pour rien, mais là, c'est pas vrai, c'est un bon exemple de ça a eu une belle influence. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'il ait été ouvert à des critiques qui étaient très pertinentes. Puis, ça prouve la pertinence de notre cause. Merci.